Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui, pour un webinaire consacré aux opportunités RH suite à la crise sanitaire, que nous animons, Michael Page et Page Personnel avec l'IFOP, qui a conduit une étude sur le sujet. Donc je me présente rapidement, Stéphanie Le Serre, je suis la directrice des ressources humaines de Page Group en France. Et Romain, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, donc Romain Ben David, directeur de l'expertise corporate et climat social chez IFOP. Donc, en quelques mots, hein, rapidement, Page Group pour nous représenter, on est, leader du recrutement, spécialisé, des fonctions de techniciens jusqu'aux cadres dirigeants à travers un certain nombre de marques, puisque, vous avez Page Personnel, Michael Page et Page Executive, pour les dirigeants. On est présent depuis 1986 en France à travers 19 bureaux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'idée, hein, c'est vraiment de pouvoir partager avec vous pendant une demi-heure, les résultats d'une étude, que nous avons conduite, avec, l'IFOP sur les opportunités RH de la crise sanitaire. Pendant une demi-heure, on va vous présenter, les résultats avec, Romain et on vous invite pendant, toute la durée de cette présentation à utiliser le chat, hein, que vous avez sur votre écran en haut à droite pour poser des questions, puisque, on va, échanger, tous ensemble à l'issue de ces 30 minutes pendant, 15-20 minutes sur l'ensemble des questions que vous aurez pu poser à la fois sur l'étude et puis les réflexions bien évidemment, que cela, a pu, vous inspirer ou vos expériences, au sein de vos propres entreprises. Donc n'hésitez pas à poser les questions dès maintenant, on les reprendra toutes à l'issue de la présentation. Alors, en quelques mots, le contexte et la méthodologie de l'étude. L'idée, ça a été vraiment, de faire cette étude en 3 phases, hein. Pour bien comprendre en fait, pendant, toute la période de crise sanitaire, donc depuis le début de l'année 2020, comment, les RH et les managers, hein, opérationnels avaient, s'étaient adaptés à toute cette, période de crise sanitaire dans, leurs méthodes et leur environnement de travail. On a souhaité aussi savoir quels enseignements finalement on pouvait tirer de toute cette période, hein, et les enseignements qui ressortent de manière plus générale de cette crise et surtout, de savoir, quels changements sont attendus pour demain. Est-ce que ça va faire évoluer les méthodes de travail? Est-ce qu'on va revenir à notre approche, avant la crise? Donc, l'ensemble de cette étude, vous le verrez, a fait, ressortir, un certain nombre voilà, de constatations que, Romain va pouvoir, vous présenter tout de suite. Alors, quelques mots rapidement sur le dispositif méthodologique. On a interrogé 501 décisionnaires RH français travaillant dans une entreprise de plus de 50 salariés. Pourquoi des décisionnaires RH? Parce que toutes les entreprises n'ont pas forcément de structure RH et il était important d'avoir un univers large d'entreprises dont on pouvait interroger des décisionnaires compte tenu de toutes ces évolutions qu'on a connues en matière RH. Néanmoins, on peut faire un zoom aussi sur les DRH et les responsables RH lorsque ces structures existent, puisqu'on a également interrogé au sein de cet échantillon 164 DRH ou responsables RH. Et puis, on est aussi sur des enjeux d'organisation générale qui, au-delà des questions RH, concernent évidemment tous les décideurs en entreprise. Plus spécifiquement, donc les interviews ont été réalisées en ligne entre le 15 et le 25 mars 2021. Et cette taille d'échantillon de 501 décisionnaires RH est particulièrement robuste pour nous permettre de lire les résultats, notamment par secteur d'activité et par taille d'entreprise. Alors, on va, un petit peu étudier les résultats de cette étude enquête partie. Je vous précise tout de suite que vous pouvez, bien évidemment, télécharger, hein, l'ensemble de la présentation qui va être faite si vous voulez retrouver, l'ensemble des slides. Puis un livre blanc également dont vous trouverez le lien dans les invitations si je ne me trompe pas, qui reprend, l'ensemble de cette étude. Donc dans un premier temps, on va se poser la question de savoir, où en sont vraiment les entreprises en matière de télétravail. Dans une deuxième partie, de faire un petit peu le point entre les réflexions qui ont été, engagées sur l'environnement de travail et le véritable niveau, d'action aujourd'hui des entreprises sur ce sujet. On a eu l'occasion aussi d'interroger un certain nombre de personnes sur les opportunités et les freins qui ont été identifiés pendant cette période de Covid et puis enfin, de faire un zoom sur l'aspect, RSE qui est un sujet, dont on aurait pu craindre qu'il soit mis en parenthèse pendant toute cette période, mais on verra, qu'il a été, plutôt catalysé pendant toute la durée de cette crise sanitaire et qui ressort renforcé aujourd'hui.
Donc Romain, où en sont les entreprises aujourd'hui en matière de télétravail, selon cette étude? Alors, merci Stéphanie. Donc, un premier résultat, une première slide centrale, effectivement, sur les trajectoires du télétravail. Peut-être rappeler en préambule que le télétravail concerne environ 40% des salariés, dont 2 tiers des cadres. Là, on a ici étudié les trajectoires entre avant la crise sanitaire et après sur la proportion des effectifs des entreprises concernées par le télétravail. On a 2 grands enseignements qui émergent. D'abord, évidemment, l'émergence de nombreux néo-télétravailleurs, d'un fort contingent de néo-télétravailleurs, puisqu'avant la crise sanitaire, on avait 33% des décisionnaires RH qui nous disaient qu'aucun collaborateur de leur entreprise n'était concerné par le télétravail. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 18% à nous en faire part, soit une baisse une baisse de plus de la moitié des décisionnaires RH, avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour ces néo-télétravailleurs en matière d'organisation du travail, d'équipement, de relationnel. Et on peut d'ores et déjà dire que pour ces néo-télétravailleurs, la charge mentale à l'issue de cette année 2020 et même début 2021 est beaucoup plus dégradée que ceux qui avaient déjà l'habitude d'être en télétravail. Donc l'impact n'est pas neutre. Sur les entreprises dont moins de 50% des effectifs sont concernés par le télétravail, on est à peu près sur une proportion stable entre avant et après la crise sanitaire. Et donc, le deuxième grand renseignement, c'est le fait qu'on a beaucoup plus d'entreprises aujourd'hui dont plus de 50% des effectifs sont concernés par le télétravail. C'est à peu près la proportion inverse par rapport à l'évolution des entreprises dont aucun collaborateur n'est concerné, puisqu'on est passé de 27% à 37%, donc une proportion beaucoup plus large. Pour autant, ce 37% n'est pas majoritaire. Seuls 37% des entreprises, des décisionnaires RH nous disent que plus de 50% de leur effectif est en télétravail. Donc, on va plutôt vers la pérennisation d'une organisation alternant bureau et télétravail. Alors, ça pour 2 raisons. D'abord, parce que comme on l'a rappelé au début, tout le monde n'est pas concerné, n'est pas éligible au télétravail dans une entreprise. Et ensuite, parce qu'il y a cette volonté très forte aujourd'hui de retour au bureau, de renouer du lien social, que ce soit avec les collaborateurs ou avec son manager. Et donc, on ne peut plus être sur du télétravail à 100%, comme c'était le cas pendant les périodes de confinement. Alors c'est vrai qu'on a pu voir, hein, dans l'étude et dans les échanges qu'on a eus après, que finalement cette, crise, elle était venue, accélérer des tendances, qui étaient déjà présentes, hein, dans les entreprises, la digitalisation, le télétravail. Mais c'est vrai qu'elle l'a fortement, accéléré, pardon, et puis elle l'a généralisé à beaucoup de secteurs, hein, qui, se sentaient peut-être moins concernés, et beaucoup d'emplois dont on pensait en fait qu'ils pouvaient pas être exercés en télétravail et dont on voit qu'il y a une partie aujourd'hui qui peut être exercée en télétravail. Donc ça pousse à beaucoup de réflexion en entreprise. Et puis, juste, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que, bon, on parle de crise sanitaire, mais, dans la crise sanitaire, il y a eu, différentes périodes et après une période de télétravail un peu subie pendant 3 mois à 100, les entreprises, elles ont été en mesure d'expérimenter, des formes de travail plus hybrides, qui sont aujourd'hui une tendance, qui a tendance à se dégager. Et on a vu que les collaborateurs, eux aussi, après avoir, finalement un petit peu, «plébiscité» entre guillemets le télétravail, après quelques semaines où ils ont réalisé que c'était un mode de travail vraiment, nouveau et intéressant pour eux, ont un petit peu, une tendance à avoir envie aujourd'hui de revenir au bureau pour y rechercher, le lien social et puis, l'ensemble, des avantages, qui pouvaient, se présenter auparavant. Donc on est vraiment sur une évolution, heu, permanente et continue, de la réflexion sur le sujet. Merci Stéphanie. Donc effectivement, après ces quelques données de cadrage, on a quelques constats plus précis. Et d'abord, un constat très important, le tout télétravail est très peu adopté. On a seuls 6% des entreprises parmi les 500 décisionnaires RH qu'on a interrogés, encore une fois sur un spectre large d'entreprises de plus de 50 salariés ou plus, qui ont adapté le 100% télétravail. C'est à peine plus de 2 points par rapport à avant la crise sanitaire. Et finalement, on est sur la tranche qui a la moins évolué dans la proportion de télétravailleurs. Donc, très faible existence du tout télétravail. Deuxième grand enseignement, un accès au télétravail qui varie beaucoup selon les secteurs d'activité et selon la taille d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant le début de la crise sanitaire, quand on s'intéresse au secteur, la variable d'ajustement, ce qui différenciait beaucoup les secteurs, c'était le fait d'avoir accès ou non au télétravail, avec beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas encore qui n'avaient aucun collaborateur en télétravail.
Aujourd'hui, cette réalité a quasiment disparu et la variable d'ajustement se fait plus dans la proportion des collaborateurs qui vont être concernés par le télétravail à plus de 50%. C'est-à-dire jusqu'où on va pousser le télétravail. C'est aujourd'hui là qu'on voit le plus d'écart selon les secteurs d'activité, puisqu'on était, par exemple on est aujourd'hui par exemple sur 19% dans l'industrie qui étaient très peu concernés, qui sont à moins de 50% dans le télétravail, et on monte à 48% dans le BTP et l'administration. Alors qu'aujourd'hui, on a quasiment plus d'entreprises qui ne sont pas du tout concernées par le télétravail. Troisième enseignement, un impact neutre, voire plutôt positif sur la productivité et l'engagement des collaborateurs. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose qui est visible, qui est facilement visible. On est plutôt effectivement sur un impact neutre, mais malgré tout, plus de décisionnaires RH qui nous disent que l'impact est positif par rapport à ceux qui nous disent que l'impact est négatif. Et puis, un enseignement aussi également important, notamment pour la marque employeur. Cette fois-ci, si on fait un zoom sur les DRH et les responsables RH, plus des 3/4 d'entre eux, 76%, nous disent qu'ils sont prêts à faciliter le télétravail pour les collaborateurs qui souhaitent habiter dans une région différente de celle de leur lieu de travail. Donc, c'est évidemment un argument fort pour attirer des nouveaux talents. Ça peut aussi avoir des conséquences si on quitte un peu le monde de l'entreprise, sur le logement, sur l'accès à la propriété. On sait que les plus jeunes, ils sont très attachés. Et ça peut aussi booster les mobilités. Dans beaucoup de nos enquêtes, on voyait avant la crise sanitaire qu'il y avait toujours chez les plus jeunes un désir très fort de mobilité, mais que très peu passait à l'acte. Là, ça va être intéressant de voir si, compte tenu de ces facilités, plus de collaborateurs, notamment les plus jeunes, engagent des mobilités. Alors c'est vrai qu'on a vu nous, du point de vue, RH que, toute cette période de télétravail, elle avait permis de déjouer finalement un certain nombre d'idées reçues ou de stéréotypes sur le télétravail. Je rebondis particulièrement sur, les résultats de l'enquête, sur l'impact plutôt neutre, voire positif, sur la productivité et l'engagement des collaborateurs. Ça a permis vraiment, de démontrer que le télétravail n'était pas du tout un mode de travail dégradé. Alors forcément, ça dépend aussi des moyens et des ressources qui sont mises à la disposition, des collaborateurs et on voit que là, il y a quand même des différences qui peuvent être assez grandes. On y reviendra avec Romain, mais en fonction, de la situation des collaborateurs, des charges familiales ou personnelles qu'ils peuvent avoir à côté et puis surtout, comme, vous le soulignez sur aujourd'hui leur environnement personnel et c'est vrai qu'avec cette explosion du télétravail, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une envie de beaucoup de collaborateurs de s'éloigner des centres des grandes villes pour pouvoir avoir accès à des propriétés qui sont plus grandes et travailler aussi dans des meilleures conditions quand ils sont à domicile. Et c'est là où il y a pas mal de réflexions et de questions qui se posent aussi pour les RH. Jusqu'où on doit, finalement, hem, laisser aller le télétravail? Est-ce qu'on laisse vraiment les collaborateurs s'éloigner, géographiquement, de leur lieu de travail pour leur permettre de travailler et vivre dans des meilleures conditions? Et est-ce qu'on leur demande quand même de revenir régulièrement? Et dans ces cas-là, comment ça doit se faire, pour l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit imposer, jusqu'où elle doit imposer des règles et puis quel coût ça représente. Donc il y a énormément de questions et il y a beaucoup, beaucoup de réflexions sur ce sujet en cours dans tous les types d'entreprises puisque là, on ne parle pas de secteur ou de taille, ça concerne vraiment tout le monde. Alors pour, justement, avoir, l'occasion de faire un petit peu le point sur les conséquences que ça va déclencher. On en est où aujourd'hui, Romain, sur les réflexions, qui sont engagées au sein des entreprises? À quel point elles sont avancées dans leurs réflexions et surtout dans leurs actions sur le sujet? Alors, beaucoup de réflexions ont été menées, voire même des actions, et on ne se rend peut-être pas compte de l'ampleur de ces réflexions dans le monde de l'entreprise, puisque si on quitte un petit peu ce monde de l'entreprise, on voit que dans beaucoup d'autres domaines, contrairement à ce qu'on peut imaginer, finalement, la crise sanitaire n'a pas changé grand-chose dans les pratiques, notamment dans les pratiques de consommation, dans les comportements immobiliers. Or, en revanche, dans l'entreprise, elle a été un catalyseur de l'organisation du travail et de l'environnement, de son environnement de travail en général. On en a la preuve ici, donc auprès des décideurs, des décisionnaires RH qui sont en première ligne. 74% nous disent, donc près des 3/4, que leur entreprise a mené ou va mener des réflexions sur des aspects liés à l'organisation du travail et à peu près la même proportion sur les environnements de travail. Donc l'organisation du travail, c'est tout ce qui est horaire, flexibilité des modes de travail, management, et puis environnement, on est plus sur l'écosystème des bureaux, le travail à distance ou les outils mis à disposition des salariés. Donc ce sont des évolutions, des changements forts
qui vont en plus continuer cette année, puisqu'on voit que quand on regarde dans le détail, beaucoup ont déjà entrepris ces actions, mais aussi on en a respectivement 24 et 25% qui vont continuer à le faire cette année. Alors, on peut peut-être dire qu'en contrepartie, ce sont surtout ces réflexions, les réflexions qui touchent la plupart des collaborateurs dans leur globalité, ceux qui les touchent dans leur globalité, qui ont été mises en place, dans l'organisation de l'environnement de travail. Peut-être moins des accompagnements individuels, on aura l'occasion d'y revenir, notamment tout ce qui concerne les formations, l'accompagnement psychologique, les différents modes de rémunération. Ça a été peut-être plus mis au second plan par rapport à cette volonté de changer, de mener des évolutions fortes en matière d'organisation et d'environnement de travail. Alors, Romain, sur quel sujet se portent exactement ces réflexions aujourd'hui? Alors, elles se portent, quand on regarde concrètement, sur différents sujets donc liés à l'organisation et à l'environnement de travail. D'abord sur l'équipement des collaborateurs en matière informatique, si on regarde les actions engagées par les entreprises pour faire évoluer ces environnements, 84% ont déjà fait évoluer ou ont l'intention de le faire évoluer. On n'était qu'à 28% pour ceux qui avaient démarré avant la crise, donc c'est vraiment un booster très fort. Idem, cette fois-ci, sur l'écosystème des bureaux, la mise en place ou l'accélération du flex office, un différentiel de 43 points entre maintenant et avant la crise, la généralisation des bureaux avec un nombre restreint de collaborateurs, la réduction de la surface des locaux, et puis le réaménagement des locaux ou de la présence sur site, où 81% ont engagé ou vont engager des réflexions, alors que c'était très faible avant le début de la crise sanitaire, 14%. Donc on a là des exemples concrets de l'évolution de son environnement de travail. Alors, on a le sentiment en effet, hein, aujourd'hui qu'il y a des réflexions de fond, qui sont engagées dans les entreprises. Les impacts sont quand même, très importants, aussi bien du point de vue organisationnel, pardon, que budgétaire. Parce que tout ça, ça implique de prendre des décisions aujourd'hui qui vont avoir des impacts très forts pour la suite. Et nous, ce qu'on voit effectivement, c'est que les RH sont assez, et les RH, les dirigeants et les décideurs sont plutôt assez partagés entre le souhait de surtout pas, démarrer en retard, cette transformation qui est nécessaire avec des tendances qui ont l'air d'être bien ancrées, dans le futur et puis d'autre part, la volonté de pas aller trop vite non plus parce que ces décisions peuvent avoir un impact très important sur la performance, sur l'engagement des collaborateurs et on est quand même dans une phase d'expérimentation où, on n'a pas encore de retour, complet sur tout ce qui est engagé comme action et on est dans une période qui reste très instable et incertaine, à plusieurs niveaux, économiques, environnementales. Donc par rapport à ça, c'est vrai que les réflexions, elles sont en cours, que les actions, elles commencent à être engagées, mais dans la mesure où il n'y a pas une solution qui va correspondre à tous, on attend encore d'avoir des retours d'expérience sur le sujet. L'idée de cette étude, hein, ça a été vraiment aussi, d'identifier, comme, vous le disait Romain tout de suite, les opportunités et les freins. Qu'est-ce qui est ressorti finalement de cette étude, Romain? Alors, un premier constat central, Stéphanie, qui est que des décisionnaires RH et donc leurs entreprises sont très partagés sur l'impact de la crise sanitaire pour le monde du travail de demain, avec néanmoins une majorité, 58% de décisionnaires RH, qui nous disent que cette crise est une situation qui va transformer durablement, donc dans la durée, l'organisation du travail, contre 42% qui nous disent plus que c'est une situation temporaire qui nécessite de s'adapter essentiellement à court terme. Mais ce qui est surtout intéressant au-delà de ce chiffre général, c'est les différents clivages qui émergent sur cette question. Des clivages très importants d'abord selon l'âge, puisqu'on a 60% des décisionnaires de plus de 35 ans, donc qui ont connu d'autres organisations et qui mesurent d'autant plus l'ampleur du changement, qui sont convaincus d'une situation qui va se transformer durablement, contre seulement 49% des moins de 35 ans. Selon la fonction aussi, quand on est DRH ou responsable RH, on est beaucoup plus convaincu aussi d'une transformation durable que quand il n'y a pas vraiment de structure RH dans une entreprise et qu'on est juste décisionnaire RH. Selon la taille aussi de l'entreprise, quand on travaille dans une plus grande organisation, donc de plus de 250 salariés, la transformation est perçue comme plus durable. Et puis évidemment, c'est là où le clivage est le plus fort, selon la pratique du télétravail. 78% des entreprises dont la plupart des collaborateurs sont concernés par le télétravail nous disent que ça va impacter durablement, cette crise va impacter durablement l'organisation du travail, contre une minorité, 46% des entreprises dont aucun collaborateur n'est actuellement en télétravail. Ce qu'on peut peut-être, ajouter et ce qu'on a pu voir en
en étudiant les résultats de cette étude, c'est que finalement, ces résultats sont corroborés par beaucoup d'études qui sont faites à l'international et qu'on n'est pas dans une réflexion qui se situe simplement au niveau français. On voit que ces questions, qu'on partage avec vous aujourd'hui et ces constatations, sont les mêmes, hein, dans l'ensemble des pays. Alors avec effectivement des différences culturelles qui peuvent être importantes, mais on en est un petit peu au même stade, de réflexion avec les mêmes problématiques et les mêmes, retours d'expérience qui se posent. Donc en termes d'opportunités, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui finalement par rapport à cette étude? Et qu'est-ce que ça va nous apporter comme éclairage? D'abord, un enseignement aussi qui est important, c'est que la crise sanitaire a été un booster de la montée en gamme technologique et numérique de l'entreprise, que ce soit sur des enjeux internes ou externes. En interne, pour 66% de nos interviewés, des décisionnaires RH, cette crise a accéléré la transformation technologique. Donc, on parle là d'outils, d'applications informatiques ou de qualité des connexions Internet. Et puis, pour 56%, elle a accéléré la digitalisation des activités de l'entreprise, donc tout ce qui est e-commerce ou click and collect. On a un impact un peu plus neutre, mais quand même assez important sur la productivité des collaborateurs, 48%. Néanmoins, si cet impact est jugé neutre pour 48%, on en a une proportion plus forte de décisionnaires RH qui nous disent qu'il y a des opportunités. Cette crise a engendré des opportunités en matière de productivité, alors que peu nous disent qu'elle a au contraire engendré des freins. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de décisionnaires RH font le pari que les efforts qu'ont mis en place les collaborateurs pour s'adapter en peu de temps à une nouvelle organisation leur ont donné plus confiance dans l'efficacité de leur travail et que ça représente du coup une réelle opportunité pour transformer ça et continuer cette productivité qui a été mise en place un peu de force pendant la crise sanitaire. Et alors c'est vrai que ce qu'on voit aussi, dans les résultats de cette enquête, c'est que même si on espère tous, que cette crise, sanitaire, soit temporaire, les entreprises pour autant n'ont pas hésité à faire des investissements de fonds, hein, et dans la transformation technologique et dans la digitalisation. Ce qui fait qu'on peut, aujourd'hui, raisonnablement, penser qu'effectivement ces entreprises-là ont entrepris des changements de fonds et qui vont se poursuivre à l'avenir. D'autant plus que sur la productivité des collaborateurs, ils ont vu qu'il y avait un impact qui était absolument pas négatif. Il est stable, voire, même, elle est même meilleure, cette productivité aujourd'hui. Là où certaines entreprises ont, elles, pu s'adapter pendant toute la crise et aujourd'hui, se posent la question de faire ces investissements. Donc il y a effectivement encore une réflexion entre un retour, aux méthodes et à l'environnement de travail initial, avant crise ou une évolution, sur la durée, de ces modes de travail. Je profite avant de repasser, la parole, à Romain, de vous encourager à nouveau à poser des questions sur le chat pour qu'on puisse, directement, y répondre à l'issue de cette présentation. Sur les freins, Romain, qui ont pu être, identifiés par l'ensemble des répondants, quels sont-ils en majorité? Oui, alors là, Stéphanie, on est sur la contrepartie des enseignements de cette enquête, l'autre versant de l'enquête. On a aussi des freins qui ont été identifiés, particulièrement sur les aspects relevant davantage de l'individu que du collectif. C'est là où l'écart entre opportunités et freins se réduit, voire même s'inverse. D'abord, la formation des collaborateurs qui a été un peu mise au second plan. Et donc, pour beaucoup, la crise sanitaire a représenté un frein. En tout cas, on est assez équilibré entre opportunités et freins. Et puis sur la prévention des risques psychosociaux, pareil, équilibre entre opportunités et freins. Or pourtant, et vous allez pouvoir rebondir dessus Stéphanie, on sait que la charge mentale est fortement dégradée, que ce soit les collaborateurs ou les managers, et qu'on a eu une explosion du nombre en tout cas une forte augmentation du nombre de burn-out à la suite, pas pendant cette crise sanitaire, pas tant pendant que juste à la suite de cette crise sanitaire. Et encore une fois, on a plus, et ce qui est normal, été concentré sur la gestion du court terme, les environnements de travail, l'organisation des espaces, qui a primé sur des enjeux moins visibles, plus individualisés, mais pourtant tout aussi importants en matière de gain de productivité. Alors c'est vrai que c'est très intéressant de voir qu'effectivement, il y a des sentiments qui sont très mitigés. Tout d'abord au niveau de la formation, pourtant, les entreprises, hein, ont vraiment fait preuve, d'inventivité, de créativité pour, accélérer la transformation sur la formation, produire, des modules de formation à distance, animer des workshops et être vraiment, très présente sur ce terrain-là. On a même eu des opportunités avec le FNE pendant les périodes de chômage partiel qui ont permis à des collaborateurs de bénéficier, de formations, externes
interne. Mais ce qu'il en ressort quand même, c'est que le présentiel manque beaucoup pendant cette période de formation et il y a quand même, toute une partie, dans la formation qui se déroule pas pendant, les sessions elles-mêmes, mais pendant, les échanges, qui peuvent avoir lieu autour. Et puis il y a toute une partie aussi de la formation, qu'on a un peu perdue. C'est finalement, tout, cet apprentissage social qu'on va avoir au quotidien en étant présent dans des locaux, en bénéficiant, de l'apprentissage qu'on va avoir en observant autour, en apprenant autour et puis, de manière, un petit peu plus, implicite en échangeant. Et ça effectivement, on l'a beaucoup moins aujourd'hui, on voit que ça pèse. Le mimétisme joue plus, on est obligé de beaucoup, beaucoup anticiper pour former et ça se fait beaucoup moins de manière implicite. Et puis, sur la prévention, des risques psychosociaux, comme le disait Romain, on a vu exploser finalement ces risques avec même des entreprises qui ont dû mettre en urgence en place des cellules pour accompagner leurs collaborateurs. C'est lié à un certain nombre de facteurs. On est dans une crise sanitaire qui est déjà assez anxiogène, avec, des personnes qui se sont trouvées à travailler dans des environnements de travail qui sont pas toujours adaptés, hein. Tout le monde a dû un petit peu bricoler et s'organiser. Faire face également à des charges de familiales, hein, où on a vu en plus au départ que, en faisant du télétravail, on était censé aussi, faire, l'école à la maison. Et puis ça va générer beaucoup d'isolement des collaborateurs qui vont se retrouver, seuls une grande partie de la journée face à leur ordinateur et le lien, par ordinateur, et virtuel va pas remplacer, le lien social, présent en entreprise. Alors Romain va le détailler, juste après, mais c'est vrai qu'on a vu en plus émerger des nouvelles formes de fatigue, liées à ces modes, de travail virtuel et on a, aujourd'hui une augmentation, des risques, psychosociaux avec une augmentation, des risques en matière de santé mentale qui sont de plus en plus prises en compte par les entreprises parce que ça devient aussi important, que la santé physique et surtout, la parole se normalise à ce sujet. Voilà, donc dans cette continuité, on a aussi d'autres freins qui sont mis en avant. D'abord, le lien social entre, les collaborateurs. Donc il faut aussi savoir pour beaucoup, le télétravail, comme on l'a dit au début, était nouveau et qu'il y a un calibrage, même au niveau de chacun, qui est à trouver entre cette envie d'autonomie et en même temps, il peut y avoir ce sentiment d'abandon, cette difficulté de montrer son implication, à son manager, le besoin de retrouver ses collègues. Donc là, ce sera un peu du work in progress pour que chacun, trouve le bon calibrage, par rapport à ça. En termes relationnels, on peut aussi parler de la culture d'entreprise. Là, on est plutôt sur un frein, mais c'est quelque part plutôt logique, hein. Les managers se sont beaucoup préoccupés de chacun de leurs collaborateurs et ont peut-être moins cherché à diffuser, la culture d'entreprise. Idem pour les dirigeants qui étaient, très concentrés sur la pérennisation et le maintien de l'activité. Donc, la culture d'entreprise est un peu passée au second plan. Et puis, Stéphanie, vous en avez parlé pour la santé physique des collaborateurs. Et c'est très important de souligner les inégalités qui sont liées chez ce qui sont nés chez ces néo-télétravailleurs, notamment à travers les conditions d'installation qui n'étaient pas du tout les mêmes, que ce soit en termes de logement, en termes de matériel informatique. Beaucoup de nouveaux problèmes sont apparus. Je pense notamment aux nuisances sonores, par exemple, selon le foyer dans lequel on travaillait, qui ne sont pas neutres et qui ont un impact sur sa santé physique, qui n'était pas forcément visible ni prévisible au début. Et ce qu'on a vu, Romain et je rebondis là-dessus, c'est effectivement peut-être un petit focus sur les managers, hein, qui ont, une charge, de travail et une charge mentale très, très importante puisque avec ce mécanisme de télétravail, tout est passé par eux finalement et effectivement, ils ont incarné à la fois, bah, le manager, celui qui engage ses collaborateurs, qui va les aider, vraiment à mettre en place le télétravail et à travailler différemment. Dans la mesure où, il était, physiquement, à distance et bah, le besoin d'organiser énormément de points formels ou informels, pour accompagner, managers qui ont dû gérer des risques psychosociaux, se transformer en confidents avec des frontières pro perso pas toujours, identifiées dans la mesure où, bah, quand on est face à un collaborateur qui est en difficulté, on va effectivement, prendre en compte l'ensemble de ses difficultés également, personnelles et puis, on a vu que le sentiment d'appartenance, il était incarné par ce manager puisque c'est lui qui faisait le lien avec l'entreprise en l'absence de présence, physique dans les locaux donc il y a une vraie prise en compte aujourd'hui, de la transformation du rôle du manager. Il a été clé, et on voit un développement fort aujourd'hui, des compétences, émotionnelles et sociales des managers qui enfin ce développement,
de ses compétences sociales et émotionnelles va être déterminant pour la suite parce que le manager de demain va devoir gérer effectivement des personnes qui ont des arrangements personnels de télétravail différents, qui vont devoir prendre en compte un certain nombre de situations personnelles ou professionnelles différentes et sa capacité finalement à adresser toutes ces situations, à les prendre en compte, va être déterminante pour la performance, pour l'engagement des salariés. Donc ce rôle du manager est vraiment clé, pour la suite, pour les entreprises. C'est pas organisationnel, mais on voit de plus en plus d'entreprises repenser le rôle du manager et surtout beaucoup plus l'accompagner en termes de formation. Dernier, sujet peut-être avant de vous passer, la parole et on voulait faire un focus, sur ce sujet, c'était sur l'importance, du rôle, de la RSE dans les entreprises, dont on aurait pu imaginer que ça serait mis un petit peu de côté, comme certains sujets, pendant toute cette crise, mais au contraire, ça l'a catalysé. En quoi, ça l'a catalysé, Romain? Quelle constatation on a pu faire? Alors effectivement, ce qu'on constate, c'est pour beaucoup un rôle de l'entreprise qui va au-delà de sa propre activité. Pour 87% des décisionnaires RH, donc près de 9 d'entre eux sur 10, les entreprises ont aujourd'hui une responsabilité importante dans l'élaboration d'un monde plus juste et responsable. Et ce constat n'est pas partagé uniquement par les décisionnaires RH. On a vu dans une autre enquête récente publiée que respectivement 71% des salariés et 79% des cadres dirigeants considèrent que leur entreprise, au-delà de son activité économique, joue un rôle important au sein de la société. Donc cette conception un peu d'une entreprise plus citoyenne était surtout auparavant l'apanage des entreprises ou de la culture anglo-saxonne. On voit qu'elle fait désormais davantage consensus en France. Ça peut être vu comme d'une part le pendant de pouvoir public qui se sentent peut-être plus, qui donne l'impression d'être plus démunis ou pas assez réactifs, mais aussi et surtout par une quête de sens davantage ressentie dans son travail et une volonté croissante de se sentir utile envers son entreprise comme envers l'ensemble de la société. Et ce que je peux ajouter rapidement, hein, et en complément de ce qui a été dit auparavant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui la RSE, fait partie, également du bien-être des collaborateurs, hein. La question du bien-être, elle est déterminante et elle est vraiment, centrale, pour la suite. C'est un sujet qui est aussi important aujourd'hui que l'évolution organisationnelle du travail et on voit finalement que dans le bien-être du collaborateur, bah, il y a effectivement sa santé mentale qui, aujourd'hui, prend une et on se rend compte qu'il faut y accorder autant d'importance que quand on vient, au bureau avec une jambe cassée. Bah, si, du point de vue mental, on est en difficulté, il faut pouvoir accompagner les collaborateurs et les collaborateurs de toutes les entreprises ou les futurs collaborateurs, aujourd'hui, ont vraiment besoin, de travailler dans des entreprises dont ils partagent les valeurs et qui leur ressemblent et donc de manière à se sentir bien et à redévelopper ce sentiment d'appartenance, on voit que c'est vraiment central. Alors rapidement, et pourtant c'est quand même très important sur les bénéfices perçus de la RSE, on voit qu'ils sont pluriels. Au-delà évidemment du développement durable, c'est très important d'abord sur la marque employeur, hein, l'attraction de nouveaux talents. On a des bénéfices perçus internes dans l'engagement des collaborateurs et puis aussi des bénéfices externes sur la performance de l'entreprise, que ce soit en termes d'avantages compétitifs ou de fidélisation des clients. Donc c'est vrai qu'au niveau des entreprises, sur cette question, de la RSE, elle fait partie des enjeux qui nous paraissent, très importants à prendre en compte et qui font, également, partie, des de finalement toutes les constatations qu'on a pu faire, dans cette étude et effectivement, des questions, centrales, dans les débats des RH et des décideurs RH aujourd'hui en entreprise. Pour conclure et vraiment pouvoir, répondre à vos questions, Romain, on va peut-être rapidement voir, quelles sont les actions, RSE, qui ont été catalysées par la crise du Covid et puis peut-être en conclusion avoir votre avis sur, finalement sur le point de vue des collaborateurs, parce que là on a beaucoup parlé du point de vue des responsables RH. Oui, donc peut-être juste pour dire sur cette dernière slide qu'au-delà des bonnes intentions, il y a eu des actions concrètes qui ont été menées, beaucoup plus aujourd'hui qu'avant la crise, alors que pourtant ces enjeux étaient tout aussi importants, que ce soit pour favoriser la diversité et l'inclusion, mettre en place des politiques d'achat responsables, organiser ou participer à des actions solidaires ou des mécénats de compétences, donc des actions très diverses qui ont vraiment beaucoup augmenté entre avant et aujourd'hui. Donc, effectivement, alors pour conclure très rapidement, si on prend un peu de recul, juste quelques tendances sur les perceptions aujourd'hui des collaborateurs, leur rapport au travail. D'abord, un enseignement majeur de cette crise sanitaire, c'est qu'on ressort auprès des salariés sur une confiance renforcée
dans leur entreprise. Donc là, je parle bien des salariés et pas des personnes qui sont en recherche d'un emploi ou qui occupent un emploi plus précaire, mais les salariés ont une confiance aujourd'hui globalement forte dans leur entreprise, à la fois pour le respect des règles sanitaires, même si c'est un peu moins d'actualité, mais surtout pour le maintien de l'activité et de l'emploi. Deuxièmement, on a commencé à en parler, et ce n'est pas un vain mot, on a cette quête de sens, cette volonté d'utilité, d'être utile pour soi, pour son entreprise, de faire un travail utile pour la société. On voit aujourd'hui, par exemple, qu'un secteur comme l'hôtellerie a beaucoup de mal à trouver des emplois saisonniers. On a envie ce qu'on pardonnait sur des conditions de travail avant ne passe peut-être moins aujourd'hui. Et donc, cette quête de sens et d'utilité est très importante et concerne toutes les catégories de salariés. Si on parle plus spécifiquement des plus jeunes, on a une envie de liberté, alors qui était déjà là, mais qui est encore plus présente, cette conscience que les carrières ne seront pas linéaires, et donc une envie très forte de mobilité qui peut être facilitée par une mobilité géographique aujourd'hui plus facile à mettre en œuvre, et par des envies de se former sur d'autres métiers pour ne pas exercer toujours le même métier. Et puis, donc, du coup, finalement, un rapport au travail qui n'est plus uniquement clivant socialement, comme on a pu le voir depuis des années, mais également selon les générations, avec des nouvelles générations qui aspirent à plus de sens et à plus de mobilité. Merci beaucoup, Romain. Je vais enchaîner directement sur les questions. Je vois qu'il est déjà 12h06 et il y a énormément de choses qu'on aurait pu dire encore sur les résultats de cette étude, dont je vous invite vraiment à consulter les détails dans le livre blanc et puis dans les différents slides. On a quelques questions qui ont commencé à être posées. Alors, je vais répondre à la première. Je vois que Valérie, vous posez la question de savoir si on a des éléments sur les freins et les opportunités en matière de méthodes et de processus de recrutement. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous, dans les méthodes de recrutement, on a vu forcément une forte évolution pendant toute cette période de crise sanitaire, puisque on avait vu se développer beaucoup avant, la période de crise sanitaire, les entretiens virtuels, en visioconférence avec les candidats. Et là, c'est vraiment devenu la norme pendant toute cette période de confinement ou de crise sanitaire. Et ça a permis de faire vraiment évoluer cette méthode d'entretien, dans le sens où aujourd'hui, on a des collaborateurs qui vont conduire des entretiens avec des candidats de manière différente, voire beaucoup plus de candidats, et être dans des situations d'échange où finalement le candidat va être parfois plus facile à contacter. Il va pouvoir s'isoler 1 heure sans avoir besoin de se déplacer pour passer un entretien. Les contacts vont se faire plus régulièrement pendant tout le processus de recrutement, et finalement cette digitalisation, cette virtualisation des échanges avec les candidats, elle va permettre parfois plus d'échanges, et finalement une manière de mieux se connaître que lorsqu'on pouvait se rencontrer effectivement physiquement. Donc l'un ne remplace pas l'autre, mais on y a vu des opportunités parce qu'on va pouvoir voir plus de candidats, leur mobiliser moins de temps, voir des candidats qui sont plus loin et qui pouvaient pas forcément se déplacer auparavant. Alors on le faisait déjà, mais là c'est devenu vraiment plus naturel, et avoir des outils de travail qui finalement sont plutôt très utiles pour échanger plus rapidement, plus facilement de manière virtuelle. Du côté des clients, on voit qu'on reste attaché, et que l'humain est là encore très important. On reste attaché à des échanges physiques qui sont en train de reprendre du fait de l'allègement un petit peu des contraintes sanitaires. Donc là, le fait de pouvoir se déplacer pour rencontrer les décisionnaires RH par des prestataires externes, de mieux connaître les environnements de travail, là aussi c'est clé, et on voit que l'humain peut pas être remplacé. Pour conclure sur les candidats, on voit aussi qu'on a développé énormément d'outils dans les entreprises et chez les intermédiaires du recrutement pour évaluer les candidats. Là encore, il y a de formidables opportunités pour les développer, mais on voit qu'on revient et on se recentre beaucoup sur l'humain, puisque ça va être clé dans l'échange avec les candidats, et que ce soit fait en présentiel ou en virtuel, ce moment de rencontre, d'écoute, d'échange, d'entretien reste déterminant, pardon, et central. J'espère que ça a répondu à votre question et que ça portait bien sur cette question-là. J'enchaîne sur un témoignage de Marianne, sur le ressenti dans son entreprise. Heu,
sur le fait qu'il y a eu effectivement une opportunité pour la formation des collaborateurs pendant l'activité, partielle, notamment sur les nouveaux outils de connexion à distance, pour la force de vente et puis cette question du FNE, hein, qui a été, très positive et puis qu'il y a eu une communication, positive aussi avec les partenaires sociaux qui ont été très réactifs, hem, pendant toute cette période. Il y a aussi un isolement au cas par cas dans le télétravail sur des situations, individuelles avec une demande de se revoir, avec des séminaires, et de se revoir physiquement. Je crois qu'on a ces retours, hein, beaucoup, en entreprise aujourd'hui, de pouvoir, à nouveau, se revoir physiquement, que ce soit dans des séminaires, dans des formations ou simplement, en venant au bureau et en ayant cet échange, et ce lien social puisque, ce lien social, il va pas porter en plus uniquement, sur la partie professionnelle, mais, il y a aussi, énormément, de liens qui se font au niveau personnel et passer une journée de travail seul chez soi, c'est complètement différent de la passer pardon, au bureau et d'avoir, cette opportunité, d'échanger, avec les uns, et avec les autres. Je ne sais pas si Romain là-dessus vous aviez, des remarques particulières et notamment sur le ressenti des collaborateurs? Il y a effectivement alors cette volonté très forte de garder à la fois les des bénéfices de l'autonomie que permet le télétravail pour ceux qui sont éligibles, mais il y a aussi cette envie très forte à la fois de retrouver du lien avec ses collègues. C'est quand même l'entreprise, le temps où on passe le plus de temps, on passe le plus de la plupart de son temps avec d'autres collègues plus qu'avec sa famille, mais aussi de montrer son implication à ses managers qui était très difficile en période de télétravail, alors qu'en plus, cette implication a été décuplée. Donc, il y a aussi un besoin de reconnaissance, ce besoin de reconnaissance qui est en plus un problème culturel français qui est très fort et qui engendre ce besoin aussi de retour en présence physique sur site. Alors on a Lumna qui soulève, au-delà de son témoignage, soulève, la problématique, de la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qui est, parfois difficile à établir, à distance et c'est vrai qu'on a vu, que, le télétravail, non seulement était pas une, version dégradée, du travail, mais posait de vraies difficultés pour les collaborateurs puisqu'ils ont tendance à trop travailler. Il y a plus cette frontière quand on sort du bureau physiquement et qu'on rentre chez soi. On voit aujourd'hui, on a des collaborateurs, qui vont travailler, sans se mettre de barrière parce qu'ils vont plus fonctionner en se disant: «Je dois délivrer, voilà, un projet ou une action, une mission», sans se dire qu'il y a un moment donné, ils peuvent déconnecter. Donc c'est une question qui était déjà soulevée en France auparavant, ce droit à la déconnexion. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Est-ce que ça fait partie effectivement, des risques qu'on identifie aujourd'hui dans cette enquête? Oui, c'est un risque effectivement c'est un risque qui est très fort. Et je pense que les managers ont un rôle, encore une fois, très important à jouer là-dessus, ils vont être obligés de faire ce qu'ils ont commencé à faire, un management beaucoup plus individualisé et personnalisé, quand on est en télétravail, on n'est pas au même rythme que quand on est en entreprise. En tout cas, c'est moins facilement visible. Et effectivement, il y a un enjeu important sur la séparation entre vie privée et vie professionnelle, avec en plus beaucoup de télétravailleurs qui n'ont pas les mêmes accès, encore une fois, les mêmes accès au télétravail en termes de logement ou de matériel, et où il est beaucoup plus difficile de couper, de passer très simplement d'une pièce à l'autre. Et donc ce droit à la déconnexion qui a été reconnu officiellement, je crois, il y a 4-5 ans, va redevenir de plus en plus d'actualité, surtout pour les cadres, pour qu'encore une fois, cette autonomie, cette individualisation ne devienne pas extrême et se transforme en burn-out ou en RPS, ce qu'on a déjà commencé à constater. Oui et si je peux rebondir également, c'est vrai qu'on a vu, un petit peu, voilà, augmenter, évoluer ces notions de fraternité numérique avec, des finalement des comportements qui ont beaucoup évolué, avec la virtualisation des échanges et quand on parle de frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle, il y a des frontières de temps, hein, être capable de faire la part des choses et de prendre du temps pour soi. Mais pendant toute cette période de crise sanitaire, on est un petit peu rentré brutalement dans la vie des gens en découvrant, finalement, leur environnement, personnel, parfois, leurs enfants, leurs animaux
bureau, leur installation et ça a créé effectivement à la fois, bah, finalement plus de familiarité et on a vu, que justement les managers entraient complètement dans la vie privée, de leurs collaborateurs et que, bah, il y avait moins cette frontière entre, les sujets, qui relevaient du travail et les sujets qui relevaient du privé. On les abordait, plus naturellement. Mais ça a pu être mal vécu aussi par certaines personnes, même si aujourd'hui, bon, vous pouvez avoir des fonds d'écran qui cachent un peu votre domicile, mais qui ont eu le sentiment d'une intrusion. Et puis tout le monde, travaille pas dans des mêmes conditions, hein, donc il y en a certains qui ont pu s'isoler au calme, là où d'autres, devaient, travailler dans la cuisine ou en colocation, quand on n'a, pas forcément les moyens d'être seul dans un appartement. Donc ça a pu créer effectivement, une forme de souffrance et le retour, au bureau a permis à ceux qui sont pas en mesure de pouvoir, télétravailler dans des bonnes conditions, de revenir au bureau et c'est là où se repose effectivement, la question de savoir si, pour permettre, aux collaborateurs de travailler dans des, bonnes conditions, de mieux protéger leur vie privée et d'avoir des environnements de travail personnels qui soient, plus favorables, il faut ou non, leur permettre de s'éloigner, vraiment du lieu, de l'entreprise et parfois s'installer dans une autre région ou à distance, là où ils vont avoir accès à la propriété ou en tout cas à des logements, qui sont plus grands et qui leur permettent effectivement, de mieux, télétravailler. Je reprends les questions peut-être pas toujours dans l'ordre, mais il y avait une question sur les pistes, pour s'assurer qu'on maintient un lien social et une dynamique d'engagement, d'adhésion à la culture d'entreprise dans un environnement, de travail, plus hybride. Donc les pistes, de réflexion finalement pour les entreprises, Heu, quelles sont un petit peu vos constatations aujourd'hui, Romain, sur les actions qui sont engagées par les entreprises de ce point de vue-là? Alors, il n'y en a pas eu énormément, en tout cas tel qu'on le voit dans nos enquêtes, il n'y a pas eu énormément, parce qu'encore une fois, la culture d'entreprise est un peu passée au second plan face au système D qui était à la fois de maintenir l'entreprise à flot et de poursuivre l'activité, et pour les managers de s'assurer du moral et de la continuation et de la pérennité du travail pour leurs collaborateurs. Donc évidemment, la culture d'entreprise est un peu passée au second plan. Après, c'est peut-être aussi une autre culture d'entreprise qu'on a découvert, justement, cette solidarité très forte. Je pense qu'il faudra aussi jouer beaucoup, jouer beaucoup là-dessus par la suite, sur cette solidarité, ce lien, le fait qu'on est tous dans le même bateau, dans beaucoup d'entreprises, hein, c'est général, il y a bien sûr des exceptions, mais entre dirigeants, managers et collaborateurs. Mais toutes les réflexions, les actions qui avaient été entreprises sur la diffusion, le progrès de la culture d'entreprise ont, ont un peu été mises sous cloche pendant cette année. Donc, à voir comment maintenant rebondir là-dessus et utiliser toutes les vertus, tout ce qui s'est mis en place pendant cette crise sanitaire pour contribuer à reforger une culture d'entreprise, mais qui, encore une fois, a existé de fait, dans le fait que chacun c'est un peu... il y a eu un dépassement de fonction à tous les niveaux, collaborateurs, managers, dirigeants. On a vu du coup, les managers ont constaté pour beaucoup une progression de la productivité chez leurs collaborateurs, alors qu'ils ils expérimentaient des nouveaux modes, des nouvelles organisations du travail. Donc, quelque part, toutes les pistes sont là pour maintenant concrétiser cette culture d'entreprise. Alors effectivement, c'est dans ce que vous disiez, Romain, on a vu beaucoup, ces derniers mois, enfin voilà, les managers porter et incarner beaucoup cette culture d'entreprise, hein, avec, cette fameuse, heu, charge qui leur incombait de devoir incarner les valeurs de l'entreprise. Donc là, aujourd'hui, on sait à quel point leurs compétences émotionnelles et sociales sont déterminantes par rapport à ça. Et puis effectivement, on voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se posent vraiment la question de l'aménagement de leurs locaux, hein. Romain en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de questions sur, comment on va travailler demain, quel type de locaux, de pouvoir circuler dans des locaux plus dynamiques, avec des zones de travail plus calmes, plus des zones de collaboration pour, justement un petit peu, encore, développer, les synergies et développer les relations. Et ce qu'il faut pas oublier par contre, et on voit qu'en ce moment il y a quelques crispations à ce niveau-là, c'est que la culture d'entreprise, elle peut s'incarner de manière virtuelle aussi et que certains collaborateurs s'inquiètent de pas être pris en considération quand ils sont absents physiquement du bureau. Donc c'est vrai qu'on a un peu tendance à avoir des entreprises qui font un rappel à tous leurs collaborateurs pour revenir au bureau en se disant: «Bah, c'est le cœur de la créativité, c'est le cœur de la collaboration», en oubliant un peu que, bah, certains collaborateurs peut-être peuvent moins venir. Alors on évoquait en
plus ceux qui souhaitent déménager un peu plus loin pour travailler dans des meilleures conditions et parfois, avec du télétravail qui leur est imposé par leurs entreprises. Donc là, c'est vrai qu'il va falloir être très, très prudent pour réussir à combiner une transformation des locaux pour que ce soit convivial et que les collaborateurs puissent un peu venir se ressourcer quand ils viennent et un peu, s'inspirer. Une importance très forte toujours du manager sur l'incarnation des valeurs et puis je pense surtout pas mettre de côté, cette partie, culture qui doit être, réfléchie et développée en virtuel pour surtout pas laisser de côté les télétravailleurs qui pourraient estimer que parce qu'ils sont pas là, bah, ils sont un petit peu mis de côté. Dernier point pour compléter, Stéphanie, très rapidement, ne pas négliger non plus ceux qui n'ont pas accès au télétravail. On Ouais. le voit dans beaucoup de grandes entreprises où il y a un sentiment, à tort ou à raison, de non-équité, où beaucoup est mis en œuvre pour aider ceux qui sont en télétravail en matière d'équipement informatique, Mmh. de soutien psychologique, d'aide du manager, et un peu moins pour les fameuses premières et secondes lignes qui n'ont pas eu l'occasion d'être en télétravail. Ouais, tout à fait. Avant de conclure, je vous propose de prendre une dernière question. Il y a une question de Grégory, sur le fait de savoir si on observe, des évolutions en matière d'évaluation, la performance, individuelle. Alors, je pense, Romain, je ne sais pas si vous aviez des réflexions, sur ce sujet? Non, simplement, c'est un constat empirique d'une progression de la productivité chez beaucoup de managers, mais pas, on n'a pas vu d'outils, en tout cas de mise en place pour mesurer la performance. Voilà, moi, ce que je peux en dire de mon côté, c'est que là, pour le coup, il y a les entreprises qui effectivement ont déjà des outils, de mesure, de la performance individuelle, qui sont plus numériques, où là, on va pouvoir mesurer un certain nombre voilà, d'indicateurs et ça rassure les collaborateurs. Mais je pense, en fait, que justement les entreprises aujourd'hui sont encore en pleine réflexion pour définir des nouveaux indicateurs de performance, qui sont liés à un mode de télétravail virtuel et sont en train de s'adapter. Là, effectivement, celles qui ont déjà des outils pour le faire, celles qui ont des outils, plus interactifs de mesure, celles qui ont des outils de reporting sont plus à l'aise pour le faire, parce qu'elles peuvent mesurer. On voit que ce qui va être de plus en plus important aussi, c'est cette évaluation à 360 qui se fait pas que par le manager, mais l'ensemble des personnes avec qui vous travaillez et où là, bah, à plus forte raison, ça va être important de leur tendre le micro, pour avoir leur retour, sur, une mission qui a été menée et pas forcément, avec la ligne managériale, mais avec des personnes autour. Et puis on nous a beaucoup posé la question, ces dernières semaines de l'entretien, de performance individuelle, à distance et virtuelle. Et c'est vrai que ça a pu être mal vécu par, certains collaborateurs où pour eux, ça reste des moments d'échange qui sont très importants et où ils souhaitent que ça se fasse en physique, parce qu'ils ont l'impression que quand il y a un écran entre eux, bah, ils peuvent travailler toute l'année à distance et ils peuvent s'accommoder de nouveaux modes de travail. Mais, cette question de l'entretien, individuel de performance, au-delà de la mesure d'un certain nombre d'indicateurs, elle reste importante et c'est un moment de rencontre, qui est privilégié en physique plutôt qu'en virtuel parce que c'est le moment où on va pouvoir parler de soi, refaire le point et éventuellement, faire part de difficultés qu'on pourrait rencontrer au niveau professionnel ou personnel ou même manifester de la reconnaissance et parfois, bah, dans tous ces modes de travail, ça fait du bien, de revenir à l'humain. Je ne sais pas si c'est une bonne conclusion, mais en tout cas, on sait que ça reste un élément qui est central et qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des constatations qu'on a pu faire dans cette étude IFOP, ce qui en ressort en tout cas, c'est que l'humain reste quand même au cœur et qu'aujourd'hui, on est en train de revenir à un point d'équilibre où on veut maintenir ce lien, physique, au-delà de développer tous ces nouveaux outils qui vont nous permettre de travailler différemment dans les années à venir. Je ne sais pas si, Romain, vous aviez une conclusion par rapport à tout ça avant qu'on puisse conclure ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions et merci beaucoup pour votre, intervention, Romain, et la présentation de ces résultats. Merci à vous, Stéphanie. Donc, vous avez tout résumé, c'est parfait. Beh, merci à tous, je vais, conclure et nous allons conclure avec, Romain ce webinar en espérant que, ça a pu vous éclairer sur cette étude et vraiment en vous invitant à nous recontacter, si vous aviez d'autres questions et surtout à télécharger les différents documents qu'on va mettre en ligne et qui seront beaucoup plus détaillés encore que les éléments de réflexion qu'on vous a, livrés, aujourd'hui. Merci à tous en tout cas et très belle fin de journée. Au revoir. Au revoir.